invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thomas Vett est à nos côtés, le responsable de la gestion obligataire de Spirit Asset Management. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Grégoire Ginoux nous accompagne ce soir, gérant actions américaines chez Mansartis. Bonsoir et bienvenue Grégoire. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Mabrouk Chetouane d'être avec nous également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Responsable de la stratégie marché globaux de Natixis IM. Qu'est-ce qui drive les taux obligataires aujourd'hui Thomas, je me tourne vers vous évidemment. Et pourquoi est-ce qu'on se met à regarder des parties très longues de courbes qu'on n'a pas l'habitude de regarder aussi précisément, en tout cas quand on n'est pas gérant obligataire. Alors, on a regardé le 20 ans hier, vous nous expliquerez peut-être pourquoi le 20 ans n'est pas un point de courbe forcément très pertinent, mais on a regardé en début de semaine le 30 ans japonais, le 40 ans japonais. Effectivement, hein, c'est les points de courbe longs qui remontent fortement, les courbes se pontifient. Bon, c'est un mouvement qui est enclenché depuis quand même quelques trimestres, hein, le mouvement de pontification des courbes. Mais là, il s'accentue. La réponse, elle est assez claire. Hein, c'est le marché est focalisé sur le déficit et sur l'endettement aux États-Unis. Un peu pareil au Japon, ce qui fait que les parties courtes de courbe, qui sont drivées plus par l'inflation et par les banques centrales, ne réagissent pas trop. Le 2 ans américain est toujours autour de 4%. Par contre, les parties longues, hein, comme Pauline le disait en préambule, remontent fortement. Le 10 ans en 4,60, qui se rapproche de la partie haute de la fourchette qu'on voit depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, hein, entre 3,60 et 5. Donc on se rapproche de la partie haute. Le 5 ans qui a retouché ses plus hauts, à 5,15 aujourd'hui. Donc, 30 ans. Le 30 ans, pardon, oui. j'ai dit. Le 5. Le 5 ans, oui. 30 ans. Oui. Je parlais de 5%. 5%. Oui, c'est ça. Le 30 ans à 5,15 qui a retouché ses plus hauts. Donc le marché envoie un clair message à Trump et à l'administration de faire attention aux déficits qui sont à 7%. Voilà, il ne faudrait pas que ça s'accentue trop. C'est un vrai sujet aujourd'hui pour le marché obligataire. Les bons de vigilance test sont de sortie et la partie longue de courbe remonte. Bon, et ce message envoyé par le marché, il est suffisamment puissant pour être de nature à infléchir la course du projet de loi budgétaire là, qui vient de franchir l'étape de la Chambre des représentants avant d'arriver au Sénat, ou est-ce qu'il faudra je sais pas, des messages encore plus douloureux pour ramener le Congrès à une forme de rationalité ou un peu plus d'orthodoxie, j'allais dire, dans la gestion de la trajectoire du déficit et de la dette américaine. Bon là, il est passé à la Chambre, mais il faudra encore que ça passe au Sénat, et forte chance qu'il y ait des grosses modifications qui soient faites, ou du moins des modifications qui soient faites avant. Sur la question de la fonction de réaction du marché obligataire, si ça ne suffit pas, ça pourra aller plus loin. On l'a vu sur les tarifs, le marché obligataire a quand même été un des gros facteurs qui a fait reculer Donald Trump. C'est les taux qui sont montés assez fort, ça a fait chahuter les marchés actions aussi. Trump est revenu quand même en arrière, c'est pas fini, on va encore avoir des phases de négociation qui sont longues, on est juste sur une phase de pause. Donc ça, on verra pour le moment. Ce qui est marrant, c'est les séquences. On était sur la séquence tarif, là on est de nouveau sur la séquence dette, déficit, dépenses. Et le marché passe d'un sujet à l'autre et s'accroche obsessionnellement à un sujet pour un temps en tout cas. Et on le voit depuis 3 ans, depuis la phase de remontée des taux sur fond d'inflation galopante. Là c'était beaucoup plus simple. C'est ça aussi qui est compliqué aujourd'hui, c'est que il y a 3 ans, le marché avait à processer globalement une information, l'inflation. Aujourd'hui, le marché, qu'est-ce qu'il doit processer ? Il doit processer l'inflation qui est malgré tout toujours là aux États-Unis et qui pourrait revenir un petit peu, ça on peut en discuter avec les tarifs de Trump. La croissance, aujourd'hui, qui va être mise sous pression dans les prochains trimestres, on n'aura encore rien vu de toute la politique tarifaire qui est en train de se mettre en place. Dans les chiffres, on n'a encore rien vu, sur l'emploi également. Et en plus de ça, la partie budgétaire, déficit, endettement. Donc le marché doit processer ces 3 facteurs qui influent sur la politique monétaire de Jérôme Powell. À chaque moment, à chaque instant, il y en a un qui prend le pas sur l'autre. En ce moment, celui qui prend le pas sur l'autre, c'est la question de déficit, d'endettement et les parties longues de courbe qui remontent très fortement. Est-ce que ça ne sera pas des points intéressants à acheter à un certain moment quand le rationnel ou la question dans la prochaine séquence, si c'est la question d'emploi ou de croissance qui revient sur le tapis? Très certainement que si. En attendant, est-ce que, pour répondre à votre question, ça ne peut pas aller plus loin? Ça peut. Ça peut clairement. Pourquoi on a parlé du Japon aussi en début de semaine, Thomas? Alors le Japon, les taux longs remontent aussi très fortement. Il y a eu une auction de 20 ans, une adjudication de 20 ans qui s'est aussi mal passée, comme aux États-Unis hier. Les 20 ans, surtout aux États-Unis, c'est des points de courbe qui sont assez peu regardés et assez peu investis par les gros institutions. Pas très liquide comme point de courbe. Donc c'est normal qu'il y ait toujours un peu moins d'attrait.
Mais là, en l'occurrence, il y a eu réellement moins d'attrait que d'habitude. Il n'y a déjà pas beaucoup d'attrait. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Au Japon, les taux sont montés très fortement sur la partie longue. Les taux courts, les taux à 2 ans sont en dessous de 1%, sont à 0,70%. On est à 1,5 sur le 10 ans, à 3,15 sur le 30 et à 3,60. Ouais, c'est ça, sur le 40. Sur le 40 ans, ça fait quand même une pente de 3% entre le 2 ans et le 40 ans. C'est la pente la plus pentue de l'univers. De l'univers. Non, mais de l'univers obligataire. Oui. Développé, quoi. Je ne connais pas les courbes. Non, mais c'est du G7, c'est la plus pentue. Mais voilà, c'est la courbe la plus pentue du G7. Le Japon, la réponse, elle est aussi simple. C'est aussi cette question, avec un pays qui a 250% d'endettement sur 15-20 ans de taux bas, pas de problème. Quand les taux commencent à remonter, même si la dette est détenue principalement en interne, les questions se posent sur les parties longues. Bon, donc on est reparti pour un bras de fer entre Trump et les bond vigilantes, comme on les appelle, Mabrouk. Il y a eu l'épisode Liberation Day, choc tarifaire, qui a été réglé assez rapidement, si je puis dire. Et donc là, rebelote avec la Big Beautiful Bill. Si on fait un parallèle avec l'épisode tarifaire, on est passé d'un moment quand même marqué par une forme d'idéologie assez forte, où la rationalité économique avait littéralement... vous me permettez l'expression, foutu le camp, oui, effectivement, à finalement plus de pragmatisme. Là, on négocie, on revient sur des niveaux de tarifs qui sont acceptables. C'est vraiment la stratégie, je teste les limites du système et je vois jusqu'où je peux aller. Là, j'ai presque envie de dire que c'est pareil, parce que finalement, dans l'explication que présentait Pauline, c'est 3 000 milliards, effectivement, sur 10 ans. Ça fait à peu près, si on a une cote très mal taillée, 300 milliards par an, avec un déficit budgétaire de 2 000 milliards, là encore, dans les grandes à la louche, ça fait quand même un pourcentage de déficit supplémentaire par an absolument titanesque. C'est inabsorbable en l'état. Donc vraiment, on est face à une impossibilité, une équation qui n'admet qu'une solution imaginaire, si je puis dire. Donc à un moment donné, il y a un véritable souci. Et je pense que Trump est dans la même logique. On regarde effectivement jusqu'où on peut aller et on est dans un moment idéologique et puis on reviendra sur plus de pragmatisme. Aujourd'hui, finalement, la question qui est centrale, c'est que le déficit budgétaire américain, il a augmenté par rapport effectivement à 2024. Sous l'administration Biden, il était déjà à 6,5 et là on passe à 7. Bon, il y a une petite dérive effectivement qui est, on va dire, 6,5 c'est déjà fort, donc de 6,5 à 7 finalement c'est pas non plus un grand chemin. Mais là encore, pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on s'interroge véritablement sur cette problématique de déficit alors qu'on s'interrogeait pas finalement sur le 6,5 de Biden? C'est parce que croissance nominale... C'est pas le même déficit aussi, peut-être? Non, mais la croissance nominale aux États-Unis était supérieure au taux d'intérêt. Oui. On revient juste tout simplement à des fondamentaux assez basiques. Vous avez en fait l'effet boule de neige qui risque effectivement de prendre le pas. Et on sait déjà que la charge de la dette, c'est-à-dire en gros le paiement des intérêts, est déjà absolument colossal aux États-Unis. Avec une croissance qui ralentit et avec finalement des taux d'intérêt qui ne font qu'augmenter, à un moment donné, ça va commencer véritablement à piquer. Et je suis d'accord, effectivement, la sanction du marché peut rapidement arriver. Trump est dans cette stratégie que je qualifie la stratégie entre guillemets de l'adolescent. Je teste la limite avec les parents ou avec le système et donc je vois jusqu'où je peux aller. Et à un moment donné, le marché va dire là, c'est plus possible. Le free lunch n'existe pas. Il va falloir payer effectivement pour qu'on puisse continuer à financer le souverain américain. Et 3 000 milliards, encore une fois, et je suis tout à fait d'accord avec vous, ça dépend de ce qu'on fait avec. Oui. Dans le déficit Biden, il y avait aussi l'Inflation Reduction Act, l'ARA, qui sont des dépenses quand même d'investissement pour l'avenir. C'était imperfect, effectivement. Personne ne se posait la question. Il y avait de la croissance, il y avait de l'investissement des entreprises parce qu'on avait de l'incitation fiscale. On l'a dit à maintes reprises sur ce plateau. Là, effectivement, c'est globalement, on va couper effectivement les systèmes, les programmes de santé. Bon, effectivement, pourquoi pas. Mais là, ça risque de poser quelques petits problèmes, notamment sur certaines populations déjà exposées. En gros, dans ce budget, on a un budget, encore une fois, qui est marqué du sceau de l'idéologie qui est très très fort. C'est un accroissement des inégalités encore entre les différentes couches de la population américaine. Professeur d'économie Jason Furman disait c'est peut-être le plus... Si la loi passe en l'état, c'est le plus grand transfert de richesse des jeunes vers les vieux, des pauvres vers les riches. Enfin, voilà, c'est affiché. Oui, voilà. C'est les résultats, en tout cas, sont assez clairs. Non, il n'y a pas de doute là-dessus. Et comme si, j'ai presque envie de dire, on avait besoin de ça, les États-Unis avaient besoin de ça, en termes d'inégalité
inégalités, on ne peut pas dire effectivement qu'ils brillent par leur capacité à réduire ou du moins à contenir les inégalités. Ce n'est pas du tout le cas. Donc en fait aujourd'hui, j'ai presque envie de dire qu'on est véritablement sur un changement de paradigme tout à fait spectaculaire en matière budgétaire. Et encore une fois, juste retenir cette petite règle toute simple, croissance nominale de l'activité versus taux d'intérêt, à quel moment effectivement, et vous regardez, c'est très simple, hein, au UK, au Grande-Bretagne et aux États-Unis, on a exactement la même configuration. Les taux britanniques sont également sous pression. Je suis un peu plus mesuré sur l'aspect japonais parce qu'effectivement, la dette à 230, 250, 280%, presque envie de dire, c'est quelque chose que l'on connaît depuis très longtemps. Ça pose aujourd'hui un petit problème avec le relèvement des taux, mais la dette est détenue à hauteur de 85% par effectivement les résidents. C'est un peu moins pénible, c'est eux qui vont payer la facture. À la limite, le système financier international s'en portera pas trop mal. En revanche, aux États-Unis, c'est un peu plus grave, notamment tout simplement lié au fait à la taille de la dette, tout simplement, et on a beaucoup de non-résidents qui détiennent cette dette, par ailleurs. Bon, question pour vous, Grégoire. Votre univers, ce sont les actions américaines. C'est la même question que pour les gérants obligataires. Qu'est-ce qui a drivé le retour des indices actions américains ? Alors là, sur presque les sommets historiques qu'on avait atteints sur le S&P 500 au cours du mois de février. On doit être à un peu plus de 3% peut-être des sommets quand on regarde un indice comme le S&P 500 aujourd'hui. Il y a eu ce choc du mois d'avril et puis un contre-choc quand même très fort qui a propulsé les indices actions. Quelle est la justification de ce mouvement ? Et puis je veux bien qu'on explique aussi le lien, la corrélation entre ce qui se passe sur les marchés obligataires et la vision des marchés actions. Oui, bien sûr. Il y a à peu près 3 grands facteurs. La prise en compte par les marchés que Trump était bien dans une posture transactionnelle et pragmatique, là où il y avait eu forcément un choc au moins émotionnel, et des tarifs douaniers qui reviennent vers ce qui était anticipé au moment de l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire quelque chose comme 10-15%. Donc plus élevé que ce qu'on avait avant, évidemment, mais dans la campagne de Trump, le marché avait compris qu'il y aurait des tarifs. Dans le Trump trade de fin d'année, les marchés s'attendaient à ce qu'il y ait des tarifs douaniers et les estimaient probablement autour de ce qu'on a aujourd'hui. Donc finalement, on a un retour à l'équilibre. Il y a un autre aspect, c'est que finalement, il y a eu des craintes de récession très forte. On a eu des indicateurs, des soft data qui nous montraient que potentiellement on avait une dégradation très rapide du sentiment des consommateurs, des entreprises qui étaient inquiètes. Finalement, les hard data nous donnent plutôt aujourd'hui la confirmation qu'on n'est pas en récession. Les gens ont continué de consommer. Et le PIB, je dirais, est arrivé à un niveau de léger déclin, mais plutôt lié à des problématiques d'échange, de montée des importations, sans doute en prévision, en anticipation. Bien sûr. Oui, la demande sous-jacente dans le chiffre de PIB, elle reste bonne. La demande privée, elle reste bonne. Et derrière, les résultats d'entreprise qui nous disent que finalement, le consommateur est au rendez-vous. Les résultats sont supérieurs aux attentes. On est, alors c'est des moyennes, mais à plus de 13% de croissance des bénéfices au premier trimestre, même si on n'a pas encore les effets de ces tarifs douaniers. Et surtout, le sentiment qui est donné et qui est envoyé par les entreprises, c'est qu'on a certes probablement un ralentissement, mais on reste sur des perspectives de croissance bénéficiaire bonnes. Et puis il y avait un autre facteur qui avait précipité, je dirais, la baisse des marchés, notamment sur la partie tech, software, IA, qui n'est pas directement concernée par les tarifs. C'était un petit peu l'effet DeepSeek et la crainte qu'on ait un coup d'arrêt sur les dépenses d'investissement dans le cycle d'innovation technologique. Et ça, on a eu la confirmation finalement que ce cycle était toujours intact, au moins jusqu'à présent. Et qu'il était mené toujours en grande partie par les États-Unis ? Grande partie par les États-Unis, oui, tout à fait. Et on a eu par exemple, je prends dans les publications de résultats, on a vu, en fait, on avait aussi des inquiétudes sur
quid des coupes budgétaires du DOGE sur les dépenses d'investissement technologique. Et finalement, il y a des entreprises qui sont impactées. Globalement, je dirais la grande dynamique d'innovation technologique, même au sein de l'administration, elle est intacte. On a encore ces perspectives de croissance et ce cycle qui se poursuit. Il y a quelque chose d'assez acyclique, finalement, dans ces dépenses d'innovation, ces dépenses technologiques, et même indépendamment, j'allais dire, de la couleur politique du locataire de la Maison-Blanche. C'est complètement, je dirais, bipartisan. Ouais. Et ça a été un vrai moteur, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui fait la croissance des bénéfices aux États-Unis? Ça reste encore essentiellement les grandes valeurs technologiques, les valeurs Internet. Je comprends. Et quand on regarde, je sais pas, les résultats de Google, les dépenses publicitaires sont au rendez-vous. Donc voilà, le marché a craint qu'il y ait eu un arrêt brutal, un choc, et ce choc n'a pas eu lieu puisque l'intervention, le pragmatisme de Trump est arrivé finalement relativement vite. Et puis, il y avait certainement aussi, je dirais, derrière la posture Madman, la volonté quand même de signer rapidement des accords, puisqu'il y a des tels niveaux d'interdépendance entre la Chine et les États-Unis, que s'il n'y avait pas eu finalement ces négociations, on aurait. D'ailleurs, pour les autres, il n'y aura peut-être même pas de négociation. On peut envoyer une lettre. Si, quand même, ça va. Non, mais si, il y a la question du dollar qui est au milieu. En fait, c'est super important. Ah bah oui, donc, j'ai cette finance. Non, mais oui, c'est surtout quand même avec les petits pays, il essaye vraiment de dire bon, bah, vous allez un peu déprécier vous allez un peu réapprécier votre devise, y compris sur des pays, on va dire, très secondaires. Donc, on voit bien que le gros du dossier n'est pas encore abordé. Mais vous dites, Grégoire, c'est intéressant votre point. Ce que je comprends derrière l'analyse du marché action américain, c'est que tout l'exceptionnalisme américain n'est pas mort avec Donald Trump, quand même. Non, pas du tout. Et le marché action le prend bien en compte. Le marché action le prend en compte. Et en fait, on a un super cycle actuellement d'innovation qui est en train de se faire. Et on voit, indépendamment de ça, qu'il y a des phénomènes de cyclicité aussi. C'est-à-dire tout ce qui était normalisation des inventaires, qui jouaient négativement sur pas mal de secteurs, qui sont en train de se retourner. Et finalement, voilà, des cycles d'innovation, même des entreprises américaines exposées au marché chinois, voient une amélioration des perspectives. Ouais. Vous dites l'IA est immune face aux tarifs, tout dépend. Je crois qu'il y a quand même encore des enquêtes sur la partie technologique et les semi-conducteurs. On attend des résultats d'enquête section 232 sur les semi-conducteurs avec des tarifs potentiellement spécifiques. Il y a quand même des limitations d'exportation. Il y a quand même un contrôle de cette industrie qui semble être une industrie un peu moins mondialisée peut-être aujourd'hui ou demain en tout cas. La toile de fond en effet, c'est qu'on est dans une démondialisation et on est dans une véritable guerre commerciale, une drôle de guerre, puisqu'on a toujours ces niveaux d'interdépendance qui sont très forts, donc on se parle. Mais il est clair que la Chine a envie d'étendre son cercle d'influence ailleurs, et a envie d'exporter davantage ses excédents de production. Et les États-Unis ont envie de bloquer la Chine dans sa capacité à les rattraper. Et donc, c'est un petit peu ce qui a remis de la nervosité très récemment, c'est-à-dire qu'on a mis des exemptions sur les semi-conducteurs, on a négocié, et puis ça revient sur le tapis très rapidement. Ouais. Donc, c'est certain que ça remet de la nervosité. Mais je dirais l'impact, plus global, parce que c'est vrai que finalement, les taux ont dans un premier temps baissé sur cette idée qu'on allait en récession, que le Fed allait potentiellement intervenir et qu'il allait y avoir même presque un phénomène déflationniste pendant 2 jours par la demande, pendant 2 jours. Ouais. Et puis il y a quand même cette perception aujourd'hui que finalement, peut-être l'économie tient, donc on aura un peu plus d'inflation un peu plus longtemps. Finalement, la Fed va peut-être pas baisser ses taux tout de suite. Et quand même, je dirais, le phénomène qui est plus structurel, c'est que dans un monde démondialisé, si je puis dire, c'est structurellement un peu plus inflationniste, puisqu'on n'a pas ce moteur déflationniste qu'on a eu au cours des 30 dernières années. Et les phénomènes de relocalisation, d'ajustement de supply chain vont créer, je dirais, les conditions d'une inflation structurellement un peu plus élevée.
Et ça veut dire aussi que finalement, les agents économiques et notamment les acteurs privés américains, qui sont de plus en plus des déteneurs de dettes américaines, exigent des rendements qui ne sont pas forcément les mêmes que les institutionnels pendant la période de taux zéro. Les équilibres ont ça peut expliquer changé. aussi un petit peu la remontée des taux, indépendamment des phénomènes purement du risque budgétaire. Thomas, vos commentaires, puis ça nous amène à dire un mot de la Fed. Qu'est-ce qui fera sortir la Fed du bois et de sa pause? Exactement, ce que j'allais dire, là, on a parlé en partie des parties longues. Là, le sujet là, ça ramène sur les parties courtes, les parties banque centrale. La question de l'inflation liée aux tarifs, c'est une vraie question et c'est une question difficile à répondre. Je ne sais pas s'il y aura des mais la grande question, à mon sens, derrière tout ça, c'est pour faire passer, c'est vrai que ça, sur le papier c'est inflationniste, mais pour faire passer ça aux consommateurs et aux indices inflation, il faudra que les consommateurs aient toujours les moyens de subir ces hausses de prix. En 2021-2022, c'était pas très compliqué. On sortait de l'époque Covid. Les gens avaient envie de consommer et avaient de l'argent, des chèques, des taux d'épargne d'argent plein les comptes. En plus de ça, comme ça ne suffisait pas, ils ont consommé à crédit comme jamais. Là, on est en train de commencer à voir le revers de la médaille. Les défauts sur la carte de crédit commencent à remonter très fortement. On a 12% quand même, même pas de défaut, de retard de paiement. On a 12% de retard de paiement sur les cartes de crédit avec des encours qui sont au plus haut historique. Donc ça, c'est un point à surveiller. Et donc aujourd'hui, le consommateur, il est dans une situation, le consommateur américain, où son épargne, il n'y a plus grand-chose. Il y a 4% d'épargne aux US sur des niveaux assez bas historiques. L'effet richesse des 2 dernières années, il a consommé dessus. Maintenant, les marchés actions vont quand même être malgré tout un peu plus volatiles que ce qu'ils ont. On ne va pas faire encore 2 années à 25% sur le S&P. J'espère pour vous. Mais moi, j'y crois pas en tout cas. Donc il y a cet effet richesse qui sera plus là. Donc est-ce que le consommateur va pouvoir encaisser encore des hausses de prix? C'est compliqué. Est-ce que ça ne passera pas par une réduction un petit peu des marges des entreprises? Walmart et Trump sont un petit peu déjà en guerre là-dessus. Et voilà, donc ça sera un point important pour la Fed. Quelle part sera prise par les entreprises? Quelle part seront dans les chiffres d'inflation? Un autre point là-dessus, ce que regarde la Fed, c'est le PCI, l'indicateur d'inflation. Le PCI, c'est 70% de services, 30% d'autres choses. Donc 20% de biens, 7% d'énergie, de mémoire, quelque chose comme ça. La partie qui est plus impactée, si elle est impactée par les tarifs, c'est la partie biens, la partie goods. Ça représente 20% de l'indice. La partie service, c'est pas certain, ou c'est pas direct que les tarifs aient des C'est pas dit qu'il y a un effet inflationniste si délirant que ça. Donc l'effet inflationniste pourrait ne pas être si délirant que ça, à mon sens, de par les éléments qu'on a évoqués. Par contre, l'effet sur l'emploi et sur la croissance, ça, on n'a pas encore vu du tout. Donc la Fed a une marge de manœuvre pour encore baisser les taux. Jusque 3,5%, ça sera à mon sens assez facile dès que ça va décélérer sur l'emploi, potentiellement Q2 ou cet été. Mais derrière, on verra. Donc ça fait quoi, 50, 75 points de base de taux assez je dis pas possible. Je dis pas cette année, mais d'accord. En fait, j'ai envie de dire, peu importe si la Fed va plus vite. À partir du moment où la Fed ira, elle aura de la marge pour y aller. Et on l'a vu en septembre dernier, un tout petit remontée du marché du taux de chômage, elle fait un jumbo cut. Donc elle est prête aussi à agir. La séquence. Mais ça, on le saura, mais votre analyse de comment est-ce que les tarifs vont se matérialiser? Est-ce que c'est d'abord sur la partie activité, marché du travail? Est-ce que c'est d'abord un choc de prix? Comment la chronologie, j'allais dire, de l'impact des tarifs? Pour le moment, on est, je pense que vous l'avez parfaitement résumé, que dans le sentiment. Oui. C'est que du sentiment. C'est que du sentiment macro. En fait, on s'est amusé à faire. On a bien utilisé des modèles. Et en fait, on s'est rendu compte que globalement, ce qui expliquait le décrochage entre guillemets des marchés actions, c'était uniquement le sentiment macroéconomique. Le risque de récession qui ne s'est pas du tout matérialisé et qui ne va pas se matérialiser en fait en réalité, même quand on est à 20% de tarifs en réalité, et ça c'était un point extrêmement important. Vous prenez les tableaux entrée-sortie, c'est-à-dire qu'en gros la composition de l'économie américaine, 3/4 des produits, des biens en fait qui sont consommés aux États-Unis sont produits aux États-Unis. Donc à un moment donné, il faut un peu démystifier cette affaire en disant, et c'est pareil pour l'inflation. Donc l'inflation, globalement, oui.
qui va payer la note en fait? C'est 25% ça, en fait. sur l'aluminium, c'est quelques cents de plus sur une canette de Coca ou sur un pack de canettes de Coca. Sachant que l'aluminium, ça rentre effectivement peut-être un peu partout, mais à hauteur, avec des poids extrêmement réduits. Donc encore une fois, il faut se montrer un peu raisonnable et dire, OK, en réalité, c'est combien tout ceci? On s'est amusé à faire quelques chiffrages et on s'est dit, OK, dans le pire des scénarios, globalement, l'inflation américaine pourrait commencer à tutoyer les 4%. D'accord? Bon. Okay. Et le problème, en fait, qu'on a, c'est que quelle est la nature de ce choc? C'est un choc d'offres, en fait. Et un choc d'offres avec une inflation qui est un poil plus persistante qu'elle ne l'était avant le Covid, parce qu'il y a quand même quelques effets secondaires ou quelques séquelles, si je puis dire, de cette crise. Eh bien, à un moment donné, la fait de se dire, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour faire ça? Rien. Strictement rien. Je ne peux pas endiguer un choc d'offres. On le sait pertinemment, c'est dans les théories, c'est dans tous les bouquins d'économie. Et donc, on se dit, il est urgent, si je puis dire, je déteste cette phrase, mais là encore, il est urgent de ne pas agir, puisque finalement, si on agit, on va envoyer un signal qui n'est pas prêt. C'est une position de politique monétaire. Hein. Mais bien sûr, wait pour le moment. Ma question étant toujours la même. Qu'est-ce qui fera que la Fed sorte de sa pause à un moment? C'est tout à fait clair, c'est l'emploi. D'accord. Donc la Fed considère, et avec ce que je viens de dire, c'est qu'en gros, si c'est un choc d'offre, on ne peut rien faire, on va rien faire. Et si en plus, on voit bien que l'inflation est passée au second plan, ce qui fait tenir cette économie américaine, c'est l'emploi. Ouais. Si l'emploi tient, globalement, on peut encore absorber un bout de tarif. On peut encore effectivement voir l'économie américaine progresser et la consommation, et vous le disiez tout à l'heure, la demande interne américaine, elle, ne faiblit pas. Quand on purge effectivement de la composante externe, on remet un peu de stock, c'est une manière un peu tarabiscotée de regarder effectivement la demande interne, on est à 4,5 de croissance. Donc, qui parle de récession à ce niveau-là, même avec un PIB qui est entre guillemets en contraction? Personne. Donc, encore une fois, il n'y a que le marché du travail qui fera bouger la Fed. Si on commence, alors le coup du jumbo cut effectivement avec la micro variation effectivement du taux de chômage, c'était plus pour dire là on a une politique monétaire résolument restrictive, il va falloir faire détendre un tout petit peu. C'était une baisse de taux de garantie, quoi, une assurance, un peu assurantielle. Là, on est vraiment très haut au niveau des taux d'intérêt. C'est plus compatible avec finalement le trend de croissance américain. On ajuste. Donc, ils ont utilisé ce prétexte effectivement du taux de chômage. Mais là, encore une fois, le taux de chômage, il est en dessous de son niveau structurel. Il n'y a rigoureusement aucune crainte de ce côté-là. Si jamais ça déraille, là, la Fed délivre. Et par contre, ce qui va être extrêmement important, c'est la vitesse à laquelle la Fed va délivrer. Si on est sur 3 baisses de taux, par exemple, à l'horizon deuxième semestre de premier semestre de l'année 2026, on va dire la Fed prend son temps, il n'y a pas péril dans la demeure. Si par contre on a 3 baisses de taux successives qui interviennent, par exemple, dès la fin du Q3... Et donc, qu'est-ce qui différencie l'un ou l'autre des scénarios? C'est la vitesse, effectivement. De dégradation du marché du travail? Exactement. C'est toujours la même chose. D'accord. Et dans la fonction de réaction, cette dimension-là a pris effectivement une ampleur, à mon sens, aujourd'hui extrêmement importante. Donc la Fed ne sera pas si en retard que ça, vous dites? Alors, j'adore ce débat. En fait, la Fed est-elle en retard, etc. Elle est là où elle veut, quoi. Mais oui, mais don't fight the Fed. Qui se met en face d'une banque centrale? Donc, cette question est, à mon sens, elle est en retard. Non, elle n'est pas en retard. C'est elle qui donne le tempo. C'est elle le maître du game. Donc non. Bon. Oui, à l'issue de cette saison de publication de résultats, alors je crois qu'il y a encore les grands retailers, mais on en a déjà eu pas mal. Grégoire, qu'est-ce que vous retenez et notamment sur la capacité des grandes entreprises américaines à jouer encore de leur pouvoir de fixation des prix ou pas, et qui va absorber effectivement la charge des tarifs. Visiblement, les études post-2018-2019, première guerre commerciale, nous disent que quand même une bonne partie des tarifs avaient été absorbés par le consommateur américain. Je parle sous le contrôle de Mabrouk. Est-ce que là, la répartition peut être différente entre les entreprises qui exportent, les entreprises qui importent et le consommateur final? Un peu de tout ça. Un peu de tout, ouais. En fait, quand on est sur des biens de consommation qui s'adressent à une clientèle aisée, il n'y a pas tellement de sujets. Ça reste quand même 40% de la consommation aux États-Unis qui est portée par la classe aisée qui, elle, ne voit pas d'érosion de son pouvoir d'achat. Quand on est sur des biens importés à bas prix, c'est vrai que c'est plus compliqué. Vous mentionniez les risques de défaut sur les cartes de crédit, et c'est vrai que la capacité à absorber les hausses de prix sera plus faible, et Walmart le dit clairement. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est que absorber un choc de 30, 40, 145%, c'est quasiment impossible. Quand on est sur des niveaux comme on les connaît actuellement, il y a plusieurs possibilités que évoquent les entreprises à mi-mot. C'est alors soit en effet faire passer un petit peu de hausse de prix
quand on est sur ce que j'évoquais. Rogner un petit peu sur les marges et aller chercher derrière des renégociations avec les fournisseurs. Et puis, faire des ajustements. Alors, faire des ajustements de supply chain, c'est-à-dire éventuellement faire des contournements, tricher. Et c'est pour ça qu'il y a un taux minimum de 10% pour éviter ce genre de phénomène, parce que sinon, ça ne marche pas. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, alors ça c'est plus un sentiment qu'une réalité, parce que pour l'instant on ne peut pas le vérifier, les entreprises ne l'évoquent pas vraiment, mais c'est qu'il y a beaucoup d'excédents de capacité de production actuellement en Asie, et donc qui crée presque une pression déflationniste, on le voit hein, même en Europe. Oui. Et donc les importateurs américains ont une certaine marge de manœuvre pour aller négocier, et donc pour aller faire payer la note au reste du monde, à ceux qui ont besoin d'exporter. À ceux qui ont besoin d'exporter pour aller. Vous voulez avoir accès aux consommateurs. Payez votre part. Vous devez faire un effort. C'est typiquement le discours d'un Trump. Hein. Non, mais pour dire que. et après, il y a plusieurs autres aspects. Il y a éventuellement il y a des réductions de coûts. La réduction de coûts, ça veut dire davantage d'investissement, d'automatisation. Mais ça, c'est permanent quand même. Ça, c'est permanent, mais il y a un cycle justement d'innovation qui s'accélère. Et puis après, il y aura forcément, certainement, un peu de licenciement. Alors, on n'a pas aujourd'hui de chiffres. La proportion de tout ça. Les chiffres de l'emploi aujourd'hui sont bons. Et je rejoins complètement ce qui était dit, c'est que sur l'emploi, il n'y a aucun signe de ralentissement. Enfin, il y a un signe de normalisation, c'est-à-dire que les salaires n'augmentent plus vraiment. Les agents économiques évitent de changer d'emploi parce qu'ils ne font plus de gap salarial. Mais quand on regarde, par exemple, les emplois temporaires, on a eu un ajustement, mais on n'a pas du tout d'un niveau caractéristique d'une entrée en récession. D'accord. Voilà. Mais donc, ça veut dire que si on a un marché de l'emploi qui se détend, ça donne plus de latitude à la Fed éventuellement pour agir, et ça casse cette boucle prix-salaire. Oui, bien sûr. Donc, finalement, avec ces pressions déflationnistes, je ne sais pas exactement si ça va se passer comme ça. Mais en tout cas, le message qui est envoyé par les entreprises aujourd'hui, c'est que c'est gérable et il n'y a pas de révision. Alors, il y a des messages qui sont relativement prudents sur certains secteurs. Il n'y a pas de révision à la baisse, on note un ralentissement. Voilà. Bon. Et c'est finalement le soft landing, peut-être, dont on a besoin pour ajuster à peu près. Oui, ça fait 2 ans, quand on parlait de l'exceptionnalisme américain, 2 ans au minimum de croissance bien supérieure au potentiel aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au potentiel, voire en dessous du potentiel. 2023-2024. Oui, c'est ça. Voilà. C'était spectaculaire. Bon. Ça veut dire que le marché action américain, il n'est pas si malsain que ça, Grégoire ? Disons, quand on est positionné sur le terme qualité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des niveaux de marge qui permettent d'encaisser, qu'il y ait un certain pricing power qui soit avéré. Donc, il y a certains segments sur les biens qui peuvent être un peu malmenés. Ça, c'est tout ce qui est cycle immobilier, rénovation, Home Depot en parlait. Avec les Walmart, ça se paye quoi, 38 fois les earnings? Enfin, c'est ce genre d'ordre de grandeur. Il y a des dynamiques de gains de productivité qui sont monstrueux aussi. Il y a des dynamiques de croissance de e-commerce. Donc, mais c'est vrai que pour des retailers, Target, c'est un peu exceptionnel, mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine prudence. Mais globalement, les messages envoyés sont relativement surprenants dans le bon sens du terme. Donc, et quand on voit les attentes, finalement, les attentes bénéficiaires avaient été revues à la baisse en avril. Elles sont remontées, je veux dire. Remontées. Alors, sauf quand il y a l'énergie, parce qu'il y a des dynamiques d'ailleurs qui alimente le cycle déflationniste. Donc, ça fait partie des objectifs de Trump. Et ça fait partie des objectifs de Trump, c'est-à-dire de faire payer la note aux partenaires commerciaux, mettre en place les mécanismes pour inciter en partie à des relocalisations et créer les conditions d'une énergie abondante. Faire payer la note, c'est quand même un peu
Là aussi, c'est un pari très risqué, me semble-t-il, puisqu'il y a bien une chose que la Chine a apprise lors de la première guerre commerciale, c'est que les Américains ne sont plus fiables. Bon, très bien, ça c'est un constat effectivement qu'aujourd'hui les Chinois ont fait, je pense que les Européens aussi l'ont fait, et tout le reste du monde l'a fait par ailleurs. Et donc, in fine, on se dit, OK, ils ne sont pas fiables, qu'est-ce qu'on fait? On diversifie. Alors qu'en gros, il y a quand même aujourd'hui, alors on a au sein de l'Europe, c'est un vrai débat, hein, donc comment... Finalement, quelle est la position qu'on doit adopter à l'échelle de l'Europe et au niveau de certains pays vis-à-vis de la Chine, avec ce qui se passe en toile de fond vis-à-vis des États-Unis. Et on voit bien qu'il y a déjà des dissensions. La France a une position plutôt ferme, l'Espagne beaucoup plus ouverte, même la Commission européenne dit finalement on devrait faire un pas vers la Chine. Et à un moment donné, on va se dire, il y a la réalité économique, la réalité empirique. La Chine, de toute façon, n'a pas attendu que l'Europe commence effectivement à envisager une tierce relation. C'est-à-dire qu'en gros, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de 120 pays dans le monde. Ouais, donc, à un moment donné, j'ai presque envie de dire que si les Américains menacent aujourd'hui la Chine, vous voulez avoir accès à notre marché, il va falloir payer. Les Chinois vont dire, bah non, enfin, c'est vous qui allez payer en fait. Et honnêtement, la première séquence de cette guerre, de cet épisode commercial, à mon sens, Trump a perdu vis-à-vis de la Chine. Trump a perdu. Donc il n'a pas eu ce qu'il voulait. Xi Jinping n'a pas bronché. Il a dit clairement, OK, on va négocier, mais de manière sérieuse. Et bizarrement, on a eu beaucoup... Sans rien lâcher, Xi Jinping a vu la pression... Beaucoup de step back, mais de chaque côté. Hein. Donc la Chine a dit, OK, très bien, il y a des efforts qui sont consentis. Nous aussi, on consent des efforts. C'est comme ça quand même une négociation. Donc on n'est pas dans le mode, j'arrive avec mon chapeau de cow-boy et mon fusil à pompe. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc il y a eu une véritable négociation et on ne peut pas dire que Trump, effectivement, soit sorti gagnant de la négociation avec la Chine. Donc je suis beaucoup plus partagé sur la capacité finalement de négociation des États-Unis, notamment vis-à-vis des grands pays. Le dernier morceau qui reste à traiter, bien évidemment, c'est l'Europe. Parce qu'on n'a pas encore parlé de ça. Enfin, il n'y a pas encore eu de négociation. Non. On va voir comment les choses, effectivement, évoluent. Bon, on a bien vu que déjà la Commission européenne était déjà prête, finalement, à agir. Ce ne sont que des mots. On va voir l'exécution. C'est comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont proposer. Je suis un peu plus, effectivement, sur... la menace américaine est un peu plus fantomatique, à mon sens, qu'elle ne... Oui, mais c'est plutôt market positif, ça. Mais bien sûr. Enfin, moi, je dis qu'encore une fois, si tout est drivé par le sentiment, et si on est encore une fois sur la stratégie, effectivement, du pire, parce qu'on a, à mon sens, le 2 avril, on a vu vraiment le pire scénario sous les yeux, en fait, le 10% de tarifs, quand il a été annoncé avec la pause, finalement, ça a été salué par le marché, même si derrière, effectivement, il y a eu encore de la volatilité. 10%, c'est le plafond. Donc, il y a toutes les chances pour qu'on soit en dessous. Donc, c'est positif marché. Bon, on verra. Le pire est passé, le point bas est derrière nous, quoi. J'ai pas dit ça. D'accord. Parlons un peu d'investissement. Oui, sur le crédit, comment ça a tenu? Ça s'est bien resserré là aussi, comme le mouvement des actifs risqués des actions, Thomas? Ça a suivi le marché actions. Gros élargissement des spreads suite au 2 avril. On a été retouché 500, un peu plus de 500 points de base sur le high yield des deux côtés de l'Atlantique. On est revenu quasiment au niveau d'avant le 2 avril. On a 350 points de base en Europe, à peu près un petit peu au-dessus aux US, mais allez, à 40-50 points de base près, on est revenu sur les niveaux bas, qui étaient déjà des niveaux bas, attention. Bien sûr. C'était déjà sur des niveaux extrêmement bas historiques. Donc, et d'ailleurs, ces écarts, enfin, je veux dire, 300 points de base pour le high yield, c'est plus 300 points de base comme ça pouvait l'être il y a 5-10 ans. Enfin, c'est bas, je suis d'accord, mais est-ce que c'est un nouveau régime? Alors, c'est grâce au raisonnement de rendement et plus de spread. C'est vrai que aujourd'hui, avec les taux qui sont structurellement plus hauts, les taux sans risque, 300 points de base en plus, ça fait un rendement qui est intéressant pour un particulier ou même un investisseur qui charge du 4-5%. Mais en termes de valorisation, c'est la même chose. Ça reste 300 points de base au-dessus du taux sans risque, donc la valorisation de... ça reste pas cher, quoi. Ça reste cher. Pas pas cher, ça reste cher. très cher. Et donc, sur ces niveaux-là, on fait attention. Et encore une fois, cet épisode, je ne sais pas si vous avez réussi sur la partie action, mais en tout cas, nous, on a été extrêmement prudents. L'épisode de passer de 300 à 500 points de base, il était quasiment ininvestissable. Ça s'est fait en quelques jours. Le mouvement inverse s'est fait en quelques jours aussi. Ça a été... on ne peut pas traiter, prendre de position, on ne peut rien faire. On ne peut pas construire des positions sur des mouvements volatiles comme ça. Et on est revenu statu quo. Donc finalement, la stratégie de début d'année qui était on fait attention sur le risque crédit, on est au même point. On est au même point.
Bon, sur la logique d'investissement, action américaine, là, comment on navigue dans ce marché américain aujourd'hui, Grégoire? On navigue prudemment, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura des retours de la volatilité, puisqu'on va avoir de nouveaux épisodes de négociations commerciales, de guerre commerciale. Mais globalement, je pense que en fait, les mouvements qui sont en train de se mettre en place sont assez intéressants et dans une logique d'investissement, quand on se positionne sur des points de passage obligés, c'est-à-dire des réorganisations des chaînes d'approvisionnement, de certaines relocalisations, parce qu'il y a un aspect quand même qui est, à mon avis, qui n'est pas forcément pris en compte d'un point de vue macroéconomique et dans les prévisions, je dirais, d'équilibre budgétaire, c'est que finalement les États-Unis sont une terre d'innovation, qui ont énormément délocalisé tout le manufacturing. Ça a été la grande mode du fabless, grâce, je dirais, au coût du travail. Il nous reste 30 secondes, je vais voir. Voilà. Et les entreprises n'auront d'autre choix que de relocaliser une partie de la production parce qu'elles ne peuvent pas dissocier, je dirais, l'empreinte physique de la production. L'innovation et la R&D a besoin quand même aussi à un moment de et donc c'est un cycle qui est en train de se mettre en place et c'est un cycle qui va je dirais, permettre et ça bénéficier. C'est un thème sur le marché américain qu'on peut accompagner. C'est un thème et il y a un thème de l'innovation par le software qui est extrêmement puissant actuellement et source de gain de productivité. Je pense que ça reste valable, ça reste en place, c'est intact. C'est intact. Il faut juste regarder les courbes 3 secondes. C'est-à-dire qu'en gros, on dit oui, effectivement, on se prend des bouillons, si je puis dire, sur le marché américain, mais ça ne remet pas en cause effectivement les cycles d'innovation qui sont structurels. Ils ont de l'avance, donc ils vont la garder quelque part. Et in fine, finalement, on va voir effectivement toutes les entreprises de la tech dont on disait effectivement c'est beaucoup trop cher, c'est n'importe quoi, etc. On voit que ça revient et ça va pas disparaître. Donc les actifs américains de toutes les façons sont là pour durer. Marché américain et puis voilà, faisons ça. On a enterré le marché américain comme si non mais trop vite qu'on est obligé de ressusciter le marché américain. Non mais en gros tout le monde disait oui c'est une cata, etc. La crise de confiance. En gros, non mais c'était un thème évoqué et à juste titre par ailleurs. Mais à mon sens, c'est allé un peu trop loin. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché. Mabrouk Chetouane, Natixis IM, Grégoire Ginoux, Mansartis, Thomas Vett, Spirit Asset Management.